Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien glossologique. Aujourd'hui nous allons parler, et c'est un réel plaisir pour moi, de grec ancien et plus précisément du lexique du grec ancien, c'est-à-dire du vocabulaire qui est, comme vous le savez peut-être, très riche dans cette langue. Principalement pour présenter un nouveau livre que beaucoup de gens connaissent déjà, l'Hermione, mais ici c'est le lexique de l'Hermione. Et donc je laisse d'abord mon invité se présenter, qui a fourni de grands efforts pour montrer ce lexique. Nous sommes d'ailleurs dans la maison d'édition Offris, donc première fois que Queen 9 tourne dans une maison d'édition, ça fait plaisir. Voilà, je te laisse te présenter. Merci Harris. Bonjour à toutes et à tous qui aimaient le grec, qui s'intéressaient à cette langue et à cette culture. Merci de me permettre de présenter cet ouvrage. Il s'agit d'un lexique qui accompagne une des principales méthodes d'apprentissage du grec dans les pays francophones, qui est l'initiation au grec ancien de Jean-Victor Verne, Hermione. Hermione qui veut dire la bonne trouvaille. Voilà, et le petit Hermès finalement, enfin la chose liée à Hermès. Et donc cette méthode a été mise au point par un des plus célèbres hellénistes français dans les années 60-70, publié par Offris, qui à l'époque était une petite maison d'édition basée à Gap, très peu connue, mais qui a eu le mérite de faire confiance à ce jeune professeur. Et depuis, cette méthode est devenue un des classiques d'apprentissage du grec, en particulier en classe préparatoire littéraire et à l'université. Ouais, je l'ai beaucoup utilisée d'ailleurs, cette méthode, qui je pense est une des meilleures méthodes françaises, francophones en tout cas, de très loin. Et d'ailleurs, nous en profitons pour rendre hommage dans cette émission à Jean-Victor Verne, qui était quand même un des grands hellénistes de notre temps. Et alors, pourquoi déjà apprendre le grec? Comment t'en es arrivé? Il me semble qu'il y a quelques années, tu parlais pas vraiment grec du tout. Et là, tu en es à faire un lexique de la plus importante méthode d'apprentissage du grec francophone. Comment on en arrive là? Alors, j'ai fait partie des lycéens qui se sont intéressés au grec ancien, en plus du latin, et qui ont suivi des cours jusqu'à la terminale. Bon, ça m'a passionné à l'époque, mais comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, je pense à tous ceux qui ne savent pas comment se positionner sur Parcoursup, par exemple. Je n'avais pas beaucoup d'idées de mon avenir. Donc, je n'ai pas persévéré dans la voie des lettres et des études culturelles. J'ai fait complètement autre chose. Je suis revenu au grec, c'est un peu une sorte on va dire, d'amour de jeunesse que j'ai essayé de retrouver il y a 4 ans, après la crise Covid, qui a été pour beaucoup d'entre nous un moment où on s'est un peu remis en cause, on a pris du recul par rapport à sa propre vie, puis mes enfants avaient grandi, donc j'étais un peu plus libre. Je me suis dit, c'est maintenant, je vais m'y remettre. Donc j'ai réappris à partir de rien, ex nihilo, on va dire, cette langue, et j'ai utilisé donc cette méthode Hermione, qui était faite au départ pour les autodidactes. La particularité, c'est que Jean-Victor Verne voulait fabriquer un livre pour ceux qui n'étaient pas ou peu accompagnés par un professeur. Et en plus, c'est un peu un livre tout en un. On a de la grammaire, du lexique, beaucoup de textes. C'est vrai qu'il est très pratique à ce niveau-là. Il y a 35 étapes et puis un appendice grammatical qui est très complet, avec en particulier toutes les formes verbales. Et ça, c'est un plus parce que ça évite pendant cet apprentissage de devoir recourir à une grammaire. Alors, il faut le faire quand même à un moment donné. Bon. On va parler de la grammaire du grec, mais en tout cas, c'est un produit qui a été conçu pour être autoportant, on va dire, se suffisant à lui-même pour un premier niveau d'apprentissage. Et donc, quand tu t'es mis à apprendre le grec, bon, alors, tu avais sûrement des connaissances qui te restaient un petit peu du lycée, etc. Mais j'imagine quand même que tu partais d'un niveau encore où tu ne connaissais pas beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as travaillé en autodidacte d'abord, si j'ai bien compris, pour apprendre cette langue qui est une langue qui peut faire peur, alors qu'en fait le grec n'est pas si compliqué. Alors, il y a des difficultés bien sûr dans le grec, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais par rapport à aujourd'hui à des langues comme le japonais ou le chinois, en fait le grec est quand même une des deux mamelles du français, si on peut dire. Donc on verra, ça a beaucoup d'importance pour le français, mais c'est aussi une langue très riche, et plus on avance dans l'apprentissage, plus on y trouve de plaisir. Je pense que tu as retrouvé un petit peu ce plaisir. Et comment tu es arrivé justement à l'apprendre? Alors j'ai suivi le parcours étape par étape, donc qui en gros vous fait commencer par les déclinaisons, et puis au fur et à mesure vous abordez les différentes formes verbales du plus simple au plus complexe.
Je dirais que la proximité linguistique avec le français aide beaucoup parce qu'on a un quart de la terminologie française qui vient du grec, en particulier beaucoup de mots scientifiques ou techniques, de notions précises, alors que les mots d'origine latine sont souvent issus d'une transformation linguistique. Donc, Ils ont un sens beaucoup voilà. plus évolué et souvent on a du mal à voir le lien entre le mot en latin et le mot en français parce qu'il y a eu 2000 ans d'évolution et phonétique déjà, donc la forme même du mot est très différente, mais en même temps sémantique, le sens peut être assez éloigné. Alors que c'est vrai qu'en grec, comme tu le dis, des mots scientifiques, ils désignent souvent une réalité précise. D'ailleurs, petit aparté par rapport au grec moderne, c'est ça qui est drôle, c'est que souvent un mot qui pour nous est très précis, presque prestigieux, par exemple pensons à la métaphore. La métaphore, c'est porter, hein, poros et le verbe phero, porter, méta au-delà, porter au-delà, donc on porte le sens au-delà. Pour nous, c'est seulement quelque chose de littéraire. Mais en grec moderne, eux, c'est comme le latin pour nous. Ça a évolué, aujourd'hui, métaphora, ça veut dire déménagement, transport aussi. Donc ça, c'est amusant. Une question qui m'intéresse, c'est comment on garde la motivation nécessaire à apprendre une langue. Alors, non seulement en autodidacte, mais une langue que beaucoup qualifient comme une langue morte, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment trouver énormément de choses dans la vie de tous les jours qui est rattachée à cette langue de manière active. C'est pas comme l'anglais, on a mille moyens de trouver un peu d'anglais par-ci par-là. Pour le grec, j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir une certaine motivation, la garder dans le temps. Quel était ton rapport justement à la motivation? Comment tu as gardé cette flamme? Alors, la motivation principale, c'était d'accéder à la littérature de langue grecque et à la civilisation, autrement que par une approche historique qui est tout à fait possible. Mais si on veut commencer à rentrer un peu dans une connaissance un peu plus fine, connaître les termes et la syntaxe, c'est quand même très, très précieux. Alors, ce qui aide aussi, c'est que j'ai pris conscience qu'en fait, le grec n'était pas seulement une langue ancienne, aujourd'hui parlée par 10 millions d'habitants dans l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir une image du grec en disant c'est finalement une langue, même pas régionale, locale, mais pas du tout. Et ça, je trouve que ça gagnerait à être davantage mis en exergue dans l'enseignement, dans le secondaire. C'est-à-dire que la moitié de l'Empire romain parlait grec. C'était la langue vernaculaire pour tout ce qui est devenu ensuite l'Empire d'Orient, donc l'Empire byzantin. Qui a duré vraiment très longtemps, hein, presque 1000 ans. Et même en Occident, si je puis dire, donc ce qui est devenu l'Empire romain d'Occident et ensuite l'Europe de l'Ouest avec la fragmentation en royaumes, le grec était la langue de la culture. Et tous les Romains, les petits Romains et je dirais les enfants dans les cités fondées par Rome apprenaient le grec pour justement avoir accès à cette culture. Et c'est grâce au grec aussi qu'on a pu étudier l'Égypte ancienne et beaucoup de civilisations mésopotamiennes, parce que le grec s'était répandu jusqu'en Inde grâce à la conquête d'Alexandre. Donc il y a une influence du grec qui dépasse énormément son noyau géographique d'origine. Parce que justement, quand on parle de grec, voyons, de quoi parle-t-on? C'est vrai que quand on parle de grec aujourd'hui, de grec ancien, on parle en fait d'un dialecte précis qui est le grec attique, c'est-à-dire le grec de la région d'Athènes, et en général, on va dire, du 5e au 4e siècle, quelque chose comme ça. Et donc c'est la langue des grands auteurs, de Platon, de Xénophon, de Thucydide, alors un peu d'Hérodote, si on agrandit un petit peu le cercle, mais c'est une période en fait extrêmement restreinte, et temporellement, et géographiquement. Mais c'est le noyau dur d'une culture qui va, comme tu le dis, s'étendre en fait de la Grande-Bretagne jusqu'en Inde. Et qui va être disons la lingua franca en fait de la Méditerranée et même de plus loin à certaines époques et sur une période beaucoup plus longue que ce qu'on veut bien étudier en général en Europe de l'Ouest en se disant oui bon en gros c'est la langue d'Athènes, c'est la langue de Périclès, après arrivent les Romains, il y a une rupture et on passe au latin alors qu'en fait non, le grec a toujours été là et il l'est encore là. Les gens qui parlent grec aujourd'hui sont les descendants de cette culture. Et justement, donc quand on parle de grec, revenons un peu en arrière. Qu'est-ce que c'est comme langue? Quel lien a-t-elle globalement avec, par exemple, le latin? Est-ce qu'il y a un rapport ou les langues germaniques? Oui, tout à fait, puisque les Grecs, en fait, sont une branche de ce qu'on appelle les Indo-Européens, parce que les recherches ont amené à postuler l'existence d'un peuple, je dirais, originel, avec une langue commune, qui est venu donc d'Asie centrale, qui est arrivé en Europe au deuxième millénaire, tout au long du deuxième millénaire,
Et ces peuples se sont en fait subdivisés géographiquement, ce qui a donné lieu à des branches linguistiques. Le grec est une des branches linguistiques, comme le latin, les langues italiques, le celtique et de nombreuses autres, les langues germaniques également. Donc le grec est issu de cette grande famille indo-européenne. Et ensuite, s'est retrouvé, effectivement, ces envahisseurs sont arrivés en Grèce balkanique en plusieurs vagues tout au long du deuxième millénaire. La dernière vague étant celle des Doriens qui a peuplé le Péloponnèse. Et finalement, donc, les Grecs se sont installés dans ce qui est aujourd'hui la Grèce et puis rapidement ont colonisé l'Asie mineure, ce qu'on appelle l'Asie mineure, c'est-à-dire la côte turque de la mer Égée, où dès le Xe et le XIe siècle avant Jésus-Christ, on a les premières villes en Ionie, les premières cités qui sont fondées. Donc de chaque côté de la mer Égée. Donc ça, je dirais, c'est le berceau originel de la langue grecque. Et cette langue, elle s'est constituée en dialectes, c'est-à-dire en différents parlers régionaux. Alors effectivement, tu as raison, c'est la langue d'Athènes, l'Athènes classique, c'est comme si on apprenait le français avec le français de Louis XIV. Oui, c'est ça. De cette façon, on parle. En tout cas, c'est l'âge d'or. On parle largement le français codifié par l'Académie au XVIIe aujourd'hui. Et donc, cette langue en fait, d'Athènes est une branche du ionien qui était parlée de part et d'autre de la mer Égée, donc à la fois côté Asie mineure et puis, on va dire, dans l'Attique. L'Asie mineure, c'est la Turquie aujourd'hui, la côte ouest de la Turquie. Donc, qui va d'Istanbul à Antalya, si on veut, si on veut simplifier. Et puis, il y a également d'autres dialectes. Alors, le ionien était un dialecte à lui tout seul. Voilà. Homère, d'ailleurs, est né sur cette côte aujourd'hui turque. Voilà, et le dialecte, d'ailleurs, qu'utilisait Homère est assez composite. On a des choses qui viennent du dorien dont tu parlais, de l'éolien, de l'attique. Et donc, pour un grand pan de la littérature grecque, en fait, on ne s'arrête pas seulement à l'attique. Il y a beaucoup de choses différentes. Tu nous parlais d'ionien, l'ionien d'Asie, qui est différent de celui d'Athènes. Hérodote, c'est par exemple écrit en ionien d'Asie. Donc, quand on fait du grec, on est vite amené à avoir une certaine richesse. C'est un peu comme si, quand on faisait de l'anglais, on faisait, oui, de l'anglais américain, mais de l'anglais shakespearien aussi, de l'anglais d'Écosse, de l'anglais d'Irlande. Il ne faut pas voir ça comme un bloc taillé comme le Parthénon et on s'arrête là. Non, en fait, il y a tout un tas de pierres un peu différentes. En général, quand même, une fois qu'on maîtrise bien la grammaire classique de l'ionien, on peut se débrouiller dans les autres dialectes en adaptant. C'est pas du tout impossible. Oui, et donc, cette langue grecque qui a été stabilisée, on va dire, après les conquêtes d'Alexandre, qu'on appelle la koiné de l'adjectif qui veut dire commun, en fait. C'est la langue commune, celle qui a été répandue dans tout l'Orient, de l'Égypte à l'Iran, en passant par l'Asie centrale, la Mésopotamie. Et c'est cette langue, finalement, qui était celle, on va dire, qui était celle d'Athènes au 5e siècle, parce que Aristote a été le précepteur d'Alexandre de Macédoine. Donc ça a bien aidé aussi, puisque du coup Alexandre, qui a fondé à peu près 70 cités dans l'ensemble de ses conquêtes, a implanté à la fois des colons grecs et puis aussi cette langue. Et cette langue ensuite, elle a été véhiculée par l'Empire romain. Voilà. Et puis quand l'Empire romain s'est effondré, c'est cette forme qui est restée aussi du côté oriental dans l'Empire byzantin. Donc c'est intéressant d'apprendre l'attique. Il ne faut pas le voir comme un dialecte parlé par 500 000 habitants à l'époque, et ça a vraiment une diffusion très importante. C'est la base de toute une culture qui alors va un peu dans ses ramifications évoluer. Et on a alors, ce qui peut sembler comme des simplifications, mais on le verra plus tard pour la conjugaison, qui est assez complexe du grec. Forcément, on n'a pas exactement les mêmes formes. Mais globalement, c'est pas un hasard si c'est le dialecte qu'on étudie dans toutes les universités du monde quand on parle. Et en fait, dans l'Hermione ou dans toute autre méthode, quand on vous parle de grec, quand on vous donne une règle de grammaire, vous pouvez partir du principe que ça sera une règle attique au départ. Et par exemple, la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, a été écrite dans la koiné. Alors ça, c'est une différence, petit aparté, qui est amusante, c'est qu'en Europe de l'Ouest, j'ai l'impression qu'on a toujours l'habitude de partir de l'Athènes du 5e siècle pour faire du grec, alors que dans le monde anglo-saxon, plutôt américain, on a souvent deux spécialités, ou bien on parle de grec classique, ou bien de grec de la koiné, ou de grec biblique,
Et donc là, ils vont apprendre tout de suite la koiné. En France, j'ai l'impression quand même que c'est moins répandu, pareil en Belgique. Donc il y a quand même ce petit caveat, si vous faites du grec, que vous vous inscrivez dans le monde anglophone, choisissez. Globalement, si vous connaissez le grec attique, vous connaissez le grec biblique, il n'y a pas de grosses difficultés à part des petits changements de sens de certains mots. Par exemple, angelos, ça veut dire le messager, mais ça a donné évidemment l'ange, parce que le messager de Dieu, ce genre de petits changements. Mais tout ça pour dire que si vous choisissez d'apprendre le grec, ça vous fera un voyage non seulement sur des millénaires de temps, mais en même temps dans plein de régions différentes, et ça vous permet d'aborder. Et tu nous disais que c'est ce qui t'intéressait, des textes importants. Est-ce qu'il y a un texte en particulier qui t'a vraiment donné envie de continuer, de garder cette motivation? Parce que souvent, dans l'apprentissage des langues, c'est un peu la phrase bateau, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Mais il y a quand même de belles destinations avec la langue grecque. Est-ce que tu aurais un texte en tête en particulier? Il y en a beaucoup en fait. On peut parler à la fois d'historiens comme Hérodote, Thucydide. Thucydide avec sa profondeur d'analyse, sa grande intelligence des situations. Les tragédiens antiques, où là effectivement on a des influences homériques, on a des expressions un peu archaïques. Donc c'est intéressant d'étudier de toute façon aussi les grands textes d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, parce que ce sont des références culturelles, c'est un peu leur Bible à eux. Donc toute cette mythologie, cette histoire a créé un fond culturel qui a été ensuite, qui a alimenté la littérature et notamment la poésie. Je pense aussi au dialogue de Platon. Voilà, donc, après on va s'arrêter parce qu'il y en a plein d'autres. Voilà. Je veux dire, il y a aussi des historiens de langue grecque comme Polybe, Plutarque, qui sont utiles pour la compréhension de l'histoire romaine. Donc ce que j'ai mieux compris en réapprenant le grec depuis quelques années, c'est l'interpénétration en fait entre le domaine hellénique et le domaine latin. Et le fait que vraiment, si on veut s'intéresser à l'Antiquité, c'est quand même intéressant, c'est précieux de réapprendre les deux en fait. D'ailleurs, on avait les deux. tourné une émission avec Aurore Boulet sur les Romains en Grèce et l'épigraphie romaine latine en Grèce. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et donc, tu nous dis en quelque sorte que ce qui est intéressant, c'est que en dialoguant avec ces textes grecs, on dialogue pas seulement avec un grec, mais avec un grec qui va lui-même dialoguer avec une partie d'une culture plus grande. Donc, on s'inscrit dans un tout et des relations entre les différents textes. Souvent, ça part d'Homère. Effectivement, il faudrait qu'on fasse un jour une émission sur Homère. Et donc on arrive à une richesse assez incroyable. Donc, est-ce que tu dirais, pour conclure cette petite introduction, que ça vaut le coup d'apprendre le grec aujourd'hui? Alors, je pense que ça vaut non seulement le coup, mais c'est un peu dommage de ne pas le faire dans le cours de sa vie. C'est un peu ce qui m'a guidé, le fait de réapprendre. Je n'ai pas voulu attendre la retraite pour m'y remettre. J'ai beaucoup de compagnons d'apprentissage, parce que depuis que j'ai appris avec Hermione, ensuite j'ai trouvé des cours présentiels. On a beaucoup de retraités qui sont d'ailleurs assez brillants et engagés, qui réapprennent les langues anciennes, l'histoire antique. Et je dirais que vous, alors si vous êtes plutôt jeune, que vous vous destiniez à des études de lettres, à des études dans le domaine du patrimoine, de l'histoire de l'art, de l'archéologie, c'est un peu ce que je mets en 4e de couverture du lexique, que vous soyez intéressé par l'histoire, par la philosophie, donc par l'archéologie. La médecine. La médecine aussi, parce qu'effectivement, il y a des centaines de termes je dirais, médicaux qui ont des racines grecques. Si vous vous intéressez aussi au père de l'Église, si vous avez un intérêt religieux aussi pour le grec, il y a au moins une dizaine de grandes motivations qui justifient, au-delà de la meilleure compréhension de la langue française et de ses racines, qui justifient de s'intéresser au grec en tant que langue. J'aime bien l'image de la sublime porte, parce que la sublime porte, c'est finalement Constantinople, la sublime porte vers la culture antique. Donc je dirais, certes c'est un effort, parce qu'il ne faut pas se cacher que c'est une langue exigeante, mais ce qu'on en retire est au centuple. Rome et Athènes, c'est pas fait en un jour, et l'apprentissage du grec non plus. Et donc vraiment, j'encourage toutes celles et tous ceux qui ont cette envie de s'y mettre, même un peu plus tard, si vraiment vous en avez le... Mais vaut plus tard que jamais. Voilà.
Et il y a beaucoup de matériaux qui existent, à la fois francophones et puis anglophones, et même hispanophones. On a Oui, aussi des très bons manuels. Logos, très bonne méthode qui reprend, si vous avez déjà essayé d'apprendre le latin, une des méthodes les plus connues, c'est LLPSI, Lingua Latina per se illustrata, je mettrai peut-être un lien, la méthode Hörberg, et Logos, ça reprend la même chose, c'est-à-dire apprendre le grec avec du grec seulement, c'est-à-dire on a des illustrations sur le côté, avec des annotations grecques, on est vraiment immergé dans la langue. Ça, c'est plutôt les anglo-saxons qui ont développé cette idée de immersion learning. Je ne saurais que vous recommander, si vous apprenez une langue, d'un moment vous y plongez. Une autre méthode, pendant qu'on fait un peu le tour des méthodes rapidement, pour la langue de manière holistique en général, encore un beau mot grec, c'est Athenas Dei, littéralement vers Athènes, qui est pareil, une méthode tout en grec. Il y a deux versions qui existent, la version anglaise et la version italienne. La version italienne est un peu plus grande. Et donc, on en arrive maintenant, après avoir compris tes motivations, et j'espère avoir motivé quelques-uns à apprendre le grec ou à s'y remettre. Pourquoi ce lexique, donc ce lexique pour la méthode Hermione du grec, pourquoi tu t'es mis, après seulement quelques années finalement, à redécouvrir le grec, à produire comme ça une méthode sérieuse, enfin un aide à l'apprentissage? Qu'est-ce qui t'a motivé là-dedans? Alors, au départ, c'était certainement pas le fait de publier un lexique. Je me suis dit, je suis dans la position d'un apprenant, d'un autodidacte. Alors, j'étais certes accompagné, puisque Jean-Victor Verne a non seulement créé donc Hermione, mais il a aussi, à la même époque, en 76-77, fondé l'association Connaissance hellénique, qui édite une revue qui s'appelle Luknos, qui veut dire la lanterne, une revue d'études grecques qui est disponible sur Internet. Et il a aussi mis en place un service d'initiation au grec par correspondance, un service gratuit pour, alors il disait aussi bien l'hôtesse de l'air que le pilote de ligne, que le retraité, voilà. Toutes celles et tous ceux qui voulaient se mettre au grec mais qui n'avaient pas d'accompagnement. Donc ils pouvaient en fait, disons, travailler sur les exercices d'Hermione étape par étape et envoyer le résultat de leur travail à un correcteur ou à une correctrice. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je n'étais pas tout à fait seul, mais quand on est dans cette position-là, je me suis dit, je suis un peu le professeur de moi-même, quelque part. Ce qui en grec pourrait se traduire par autourgos, c'est-à-dire je travaille par moi-même, donc qui peut être considéré comme ayant le sens d'autodidacte. Et j'ai créé des fiches en fait didactiques, parce que je me dis, si je suis capable d'expliquer ce que j'apprends, ça veut dire que je l'ai à peu près compris. Bon. Donc je l'ai fait par exemple sur l'accentuation dès les premières semaines. Je l'ai fait après. Bon, s'agissant du vocabulaire, j'ai commencé à afficher les mots qui étaient introduits dans Hermione. Parce que ce manuel qui est génial, hein, je ne le dirai jamais assez, il a un lexique tout à la fin qui est plutôt un index d'ailleurs qu'un lexique. Alors, il donne le sens des termes, mais Jean-Victor Verne l'avait volontairement limité à peu près à 700 ou 800 mots qu'il considérait comme vraiment indispensables. Or, il y en a à peu près 3-4 fois plus qui sont introduits dans le manuel grâce à tous les extraits d'œuvres. Parce qu'il y a beaucoup de textes, un manuel vraiment qui se base sur les textes. Alors il y a beaucoup d'exercices, mais même les exercices sont dérivés en fait souvent de textes. Et vraiment on a Ésope, Homère, Hérodote, Xénophon, Platon. C'est vraiment un manuel très riche. Hein. C'est pas seulement la langue que vous apprendrez d'ailleurs avec l'Hermione, c'est aussi déjà de grandes parties de la culture grecque. Voilà, donc en fait il a sur cette centaine d'extraits d'œuvres originales en fait, qui ponctuent la progression pédagogique. Par exemple, au début, on commence par des maximes de Ménandre, et puis on introduit ensuite des passages d'historiens, et puis quelques passages de la Bible. On a aussi des démonstrations mathématiques qui sont proposées. Oui, oui. Enfin, c'est vraiment très riche. Très, très riche. Mais j'avais le sentiment qu'il manquait un outil. Alors, j'ai fiché tous les mots que je trouvais, qui ont plusieurs occurrences d'ailleurs, on a parfois plusieurs sens. Hein. La polysémie, c'est un grand classique des langues, avec des locutions. Et je les ai classés au fur et à mesure et je les ai tapés sur Lexilogos, qui est un clavier grec ancien en ligne. Alors il y a d'autres méthodes, hein, j'en conviens, mais bon, j'ai utilisé celle-là. Et j'ai finalement réparti ce fichage en catégories de mots, en me disant, je vais faire les verbes, les noms, les adjectifs, les mots subordonnants, et puis c'est resté comme ça. Donc j'ai augmenté, on va dire, ce lexique, et puis je l'ai proposé à Connaissance hellénique, l'association qui accompagne, grâce à ses correcteurs, les différents apprenants pour que ça puisse servir à d'autres. Et puis donc je suis rentré en contact avec Jean-Victor Verne à ce moment-là,
Et dans le fil des discussions est arrivée l'idée qu'on pourrait proposer à l'éditeur historique d'Hermione de publier ce lexique. Parce qu'il est à la fois complémentaire du manuel, mais il peut être aussi utilisé de façon autonome, parce qu'il a aujourd'hui à peu près 4200 entrées, en 4200 termes, avec à l'intérieur parfois plusieurs sens indiqués, des locutions, et notamment pour les verbes, c'est une partie qui est très développée dans le lexique. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Mais donc, il peut servir en fait à des apprenants de grec, indépendamment de la méthode et du manuel utilisé. Oui, c'est un complément à n'importe quelle méthode qui permet vraiment de se concentrer sur le vocabulaire. Alors, nous allons parler justement du vocabulaire et plus spécifiquement du vocabulaire grec. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on parle, nous, de vocabulaire grec. On a l'impression qu'en français, oui, ce sont des mots qui viennent purement du grec, qui sont purement grecs, et qui appartiennent seulement à cette époque. Mais quand on se plonge dans le lexique grec, en fait, on voit qu'il y a toute une diversité d'horizons. Alors oui, la plupart des mots grecs viennent de l'indo-européen, et donc on peut les comparer avec des mots en sanskrit, en latin. Ils ont évolué depuis l'indo-européen vers le grec et vers les autres langues de la branche hellénique. Mais il y a plusieurs catégories de mots qui posent problème. Alors on ne va pas résoudre ces problèmes aujourd'hui, bien sûr, parce que ça fait 200 ans que c'est très débattu. Il y a beaucoup de mots, par exemple, avec certains suffixes, comme intos, labyrintos, de nom de ville, Corinthos, Tirinta, Tyrinte, Corinthe, le labyrinthe, qui paraissent appartenir à une langue, ou peut-être un ensemble de langues. Souvent, on a appelé ces langues pré-grecques ou pélagiques. En fait, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Est-ce que ça a un lien avec les Minoens? Donc là, tous les linguistes ont leurs propres hypothèses. Est-ce que ce sont des langues anatoliennes, qui sont les langues les plus anciennes indo-européennes dont on ait trace, donc le hittite, le louvite, etc. Est-ce que ce sont de temps en temps des mots qui viennent de langues sémitiques, comme le phénicien, l'akkadien, etc. Et il se trouve que dans le vocabulaire culturel, tout celui de la cuisine, de certaines plantes, il semble qu'on arrive à avoir, ou des instruments, des liens avec les langues sémitiques. Et plus tard d'ailleurs, plus on avance dans la Koine, plus il y a des mots romains qui viennent influencer, et encore aujourd'hui en grec moderne, beaucoup de mots viennent de langue romane, étonnamment, alors que nous on pense que c'est souvent le contraire, mais on voit que la langue n'est pas statique, elle évolue, et même dans son lexique, bien sûr. Donc il y a toute cette diversité à prendre en compte. Quand on apprend le grec, en fait, on apprend une petite partie de toute la Méditerranée antique. On n'a pas seulement des mots complètement grecs, et il y a une grande part de mystère qui reste. Donc voilà, c'est une des parties du lexique. La langue grecque est connue, je pense, comme une langue assez prestigieuse au niveau de son vocabulaire. Aujourd'hui, les mots qu'on apprend en grec sont surtout des mots de la médecine ou du champ religieux aussi. Église, par exemple, c'est un mot grec. Et pas forcément des mots de la vie de tous les jours. Mais quand on apprend le grec, on en vient apprendre tout autant des mots très compliqués, scientifiques, dérivés d'Aristote, ou alors des insultes chez Aristophane. Donc c'est ça qui est intéressant. Comment on va choisir un mot selon la fréquence, par exemple, parce que cette fréquence, elle dépend des textes qu'on a choisis comme corpus. Donc ça, c'est une question intéressante. Et le grec est une langue qui a plusieurs caractéristiques, dont on va parler maintenant, différentes du français. Par exemple, en français, on apprend un nom avec le singulier, éventuellement le pluriel s'il est régulier, et son genre. Ça s'arrête là. En grec, il y a d'autres catégories. Il ne faut pas oublier que c'est une langue... alors, ceux qui ont déjà fait du grec, ça vous paraîtra bien sûr évident, mais ça n'est pas pour tout le monde une langue flexionnelle, une langue avec une déclinaison. Est-ce qu'on peut parler rapidement de comment on apprend une langue à déclinaison? Est-ce qu'il y a des réflexes qu'on doit changer En fait, en français, le sens de la phrase est largement indiqué par l'ordre des mots dans lequel on introduit les éléments de la phrase. Alors, cette rigidité, elle n'existe pas dans les langues à déclinaison, puisque la fonction du mot, en particulier des compléments, des sujets, va être indiquée par la terminaison du mot, ce qu'on appelle la désinence, qui s'ajoute au radical. Et donc, quand on apprend une langue comme le latin ou le grec, ou c'est la même chose pour l'allemand d'ailleurs, ou le russe, enfin, on a cette variabilité du mot suivant sa fonction ou ses fonctions. Donc, c'est plus complexe, on va dire, à apprendre, c'est vrai, mais ça donne une plus grande souplesse d'emploi et une plus grande richesse d'expression. Et ça permet de condenser aussi
de condenser le parlé ou l'écrit. Donc, par exemple, un mot grec, un nom grec, on va dire, de même qu'un nom latin, s'apprend avec la forme qu'il prend en tant que sujet, le nominatif, et puis on indique aussi la forme qu'il prend en tant que complément du nom, on va dire, pour simplifier, le génitif. Et puis, bon, alors, et son genre, bon, donc c'est le cas aussi en latin, donc on a 3 genres en grec, le masculin, le féminin et le neutre, comme en allemand d'ailleurs. Bon. Alors, ceux qui font de l'allemand seront aidés pour apprendre, ceux qui font de l'allemand et du latin seront aidés pour apprendre le grec, je pense. Et ceux qui ont fait du grec seront aidés pour apprendre l'allemand. Voilà. Donc faites du grec. Et donc ça veut dire forcément qu'on doit donner pour chaque mot, quand on fait un lexique, non seulement sa forme donc, de nominatif, mais de génitif et son genre. Donc ça fait quelques informations en plus. Et grâce à ça, on peut déterminer la déclinaison, c'est-à-dire dans quelle grande case on place le mot, la première, la deuxième ou la troisième. Donc ça, c'est vraiment pour les noms. Une autre spécificité du grec, et en fait de toutes les langues indo-européennes à un stade avancé de leur histoire, c'est que pour les verbes, on a un grand nombre de formes, et en particulier de ce qu'on appelle des aspects ou des thèmes, et principalement pour le grec, un peu moins pour le latin. Peut-être si vous avez fait de latin, vous vous rappelez hein, des formes, par exemple amo, amas, amare, amawi, amatum. On a un peu la même chose en grec. On ne peut pas se contenter de mettre juste, comme en français, le verbe parler. Voilà, c'est parler et on s'arrête là. On n'arrivera pas à faire la plupart des temps si on donne juste une forme. Alors, qu'est-ce qu'un aspect peut-être déjà en grec, c'est une notion un peu compliquée, et comment on choisit de mettre telle ou telle partie d'un verbe dans un lexique. Alors, c'est vrai que les verbes grecs ont une morphologie, c'est-à-dire des formes très développées. Et je dirais que pour rassurer nos auditeurs, je dirais qu'il ne faut pas en avoir peur parce que c'est une richesse et ce qui permet après à la langue d'être subtile. Donc en grec, vous avez par exemple la voix active, la voix passive. Si on peut commencer par les voix. Il y en a une troisième qui s'est ajoutée, c'est la voix moyenne. D'ailleurs, historiquement, c'était la voix moyenne. On avait de l'actif et du moyen. Le moyen indiquant, pour simplifier, que l'action concerne le sujet, il est particulièrement impliqué, et la voix passive est apparue après. Bon, mais quand on prend le grec ancien tel il en a résulté, ça fait donc 3 registres de langue, on va dire. Et pour venir rapidement aux voix, si on compare au français, nous, la voix se montre non pas par le verbe lui-même, mais par ce qu'on met autour. Hein. Par exemple, un verbe pronominal, on met ce. Un verbe passif, on met l'auxiliaire être. Alors qu'en grec, c'est vraiment le verbe lui-même qui, dans sa terminaison, va en un seul mot nous indiquer s'il est actif, moyen ou passif. Hein. Donc ça veut dire qu'on doit l'indiquer dans un dictionnaire. Je te laisse continuer. Non, par exemple, le verbe travailler, ergazomai, je travaille, c'est la voix moyenne parce qu'on travaille pour soi. On s'implique particulièrement. Donc ce n'est pas la voix active. Donc, et ça, c'est une richesse supplémentaire par rapport au latin, où vous avez l'actif et du passif, ce qui est déjà bon. Très bien. Voilà, nous a donné le français plus tard. Voilà. Donc on a donc ces 3 voix, on a des formes, on a aussi des modes d'expression, l'indicatif pour exprimer la réalité, le subjonctif pour exprimer ce qui est éventuel, l'hypothèse. On a aussi une deuxième forme d'hypothèse avec l'optatif, qui lui est plutôt l'hypothèse mentale, vraiment ce qu'on appelle le potentiel. Donc ça se rajoute, je dirais, au latin. Vous avez pas seulement indicatif, subjonctif, en plus de l'impératif, l'infinitif, le participe, mais vous avez aussi de l'optatif. Voilà. Et donc, je dis, c'est vraiment une richesse parce que c'est ce qui permet à la langue après d'exprimer des sentiments et des pensées vraiment fines. Et les Grecs ont beaucoup joué de ces différenciations. Alors, les aspects aussi. Alors, les aspects en français, on ne l'a pas trop dans notre langue, j'ai l'impression. En tout cas, on ne le remarque pas et ça ne passe pas forcément par la forme du verbe elle-même. Mais par exemple, si on compare avec l'anglais, on a donc en grec un aspect qui est l'aoriste, alors qui peut, sous ton contrôle, hein, qui peut indiquer à la fois une action passée ponctuelle, mais aussi une vérité générale. Voilà, en fait, l'action en elle-même dépouillée de tout contexte temporel, un peu comme on utilise le subjonctif aujourd'hui dans les langues des Balkans, hein, que ce soit en serbo-croate, en grec ou en albanais, où on va utiliser le subjonctif, disons, accompli ou inaccompli.
ou même en arabe, on a cité d'accompli, inaccompli. L'aspect en grec, c'est pas vraiment un temps. Alors on va pas faire une vidéo aujourd'hui sur l'aspect, rassurez-vous, mais quand même, c'est important de bien se rendre compte que dès qu'on apprend une autre langue, et c'est valable pour le grec, c'est valable pour autre chose, il faut penser un petit peu les différences, les différentes catégories et leur implication. Et ne pas calquer tout de suite, parce que si on voulait calquer le français, en fait, on n'arriverait pas, on n'apprendrait pas vraiment le grec et on ne comprendrait pas pourquoi il utilise telle ou telle forme. On s'est un peu perdu, surtout qu'il y a beaucoup de formes en grec. Donc, ce qui veut dire que pour faire un lexique, on est obligé de faire des choix, d'indiquer certaines choses, dont les aspects, ou les thèmes. Et donc, tu nous parlais de l'aspect aoriste. Hein. Aoriste, ça veut dire quoi en grec? A, le préfixe privatif qui n'a pas, et oristos, de borne, hein, ce qui n'est pas borné. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment en français. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme aspect qu'il faudrait indiquer? Alors, on a ce qu'on considère en français comme un temps qui est le futur, mais en grec, le futur indique aussi l'intention, la volonté. Pour ça, on a un participe futur en grec, hein, donc ça c'est complètement différent du français. Je suis étant sur le point de faire. Hein. Voilà. Ça nous paraîtrait un peu lourd en français. Mais en grec, c'est tout à fait normal. Et puis on a aussi alors, le parfait qui, lui, peut être vu comme un temps, mais c'est un aspect aussi, l'aspect d'une action qui est complètement achevée, dont on considère le résultat. Ah, donc ce qui est important, c'est pas quand a été fait une action, comme en français, qui est quand même basé principalement sur les temps, c'est quelle est la conséquence de l'action ou comment on voit l'action. Donc ça, c'est un peu difficile pour nous à comprendre. Si vous faites du grec, vous comprendrez rapidement la difficulté de la tâche, mais en même temps, la finesse que ça permet aux auteurs pour écrire des choses et représenter le point de vue de chaque personnage aussi par rapport à l'action. Dans les dialogues de Platon, beaucoup d'ironie passe par l'aspect. Donc ça, sont les deux grandes spécificités du grec qu'on n'a pas vraiment en français. La déclinaison et les verbes, donc les aspects. Le genre, bon, pour en parler un petit peu, qu'est-ce qu'on a de différent entre le genre en français et le genre en grec? À quoi on devrait faire attention? Alors, on a quand même la différenciation masculin-féminin qui est assez majoritaire, mais on a des particularités. Par exemple, on a beaucoup de noms de professions en grec sont des masculins, mais qui relèvent d'une déclinaison qui est principalement celle de mots féminins. On l'a aussi en latin d'ailleurs. Agricola, par exemple, voilà, est un mot. Qui veut dire donc le paysan, celui qui travaille la terre, la guerre, le champ. Voilà. Et c'est un mot. Alors, avec une terminaison féminine, agricola de première déclinaison, mais c'est un mot masculin. C'est un mot masculin. Donc, si par exemple on lui accole un adjectif, l'adjectif doit être décliné au masculin. Entre bonus et pas bona, agricola. Donc, le genre peut être décorrélé de la déclinaison. Certes, la plupart du temps, la première déclinaison sont des mots féminins, mais il y a des exceptions. Pareil pour la deuxième. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, et un troisième genre aussi qui n'existe pas en français. Alors, on a le neutre, effectivement. Le neutre qui désigne la plupart du temps des choses inanimées, mais aussi des actions, voilà, ou le résultat d'action. Donc ceux qui ont fait du russe ou de l'allemand ne seront pas dépaysés, mais quand même, il faut faire attention à ça. Et en plus, le neutre a une particularité, alors principalement en grec, c'est qu'on l'accorde au singulier, même s'il est au pluriel. Donc c'est-à-dire, si on dit des moutons, probata, on va dire des moutons est ici. Des moutons mangent eux. Hein. Donc ça c'est assez important, mais là on s'éloigne un peu du vocabulaire, on rentre dans la syntaxe. Cela dit, ça se rencontre fréquemment dans les textes. Et c'est vraiment une règle de base. Hein. Dans les textes. C'est parce qu'en fait, rapidement, le neutre est dérivé de ce qu'on appelait le collectif, qui veut dire en fait, pas un pluriel, mais un groupe de moutons. Hein. Et le féminin lui-même, dans les langues indo-européennes, a été dérivé de ce collectif plus tard. Au départ, on a une autre position, comme dans beaucoup de langues. Hein. Beaucoup de langues d'Afrique, notamment animées, inanimées. Et les langues indo-européennes, donc l'ancêtre du grec, ont rajouté cette idée de féminin. Donc ça nous fait que finalement, quand on doit apprendre un nouveau mot en grec, il faut faire attention à beaucoup de choses. Et moi, je dirais que dès le début, il faudrait s'entraîner quand on apprend le grec. J'ai vu beaucoup de cas d'étudiants ou de camarades qui sont passés au-dessus de certaines caractéristiques. Par exemple, on n'apprend pas les mots avec leur accent. Parce que comme nous, en francophone, on a du mal à envisager l'accent d'un point de vue déjà musical. Enfin, on l'entend très peu, soyons honnêtes. C'est le problème quand on attend l'anglais ou qu'on parle n'importe quelle langue étrangère. En tant que francophone, on entend bien qu'on ne maîtrise pas vraiment cette idée d'accent. Alors que si dès le début, on se force un petit peu à mettre où on met l'accent, on ne va pas parler d'accentuation trop aujourd'hui, mais pareil pour le genre. Si on s'efforce de dire, ok, ce mot est de telle ou telle déclinaison, il a tel ou tel génitif,
si c'est un verbe, il a tel ou tel temps primitif, donc c'est-à-dire aspect en fait, ou thème. Dès le début, si on se force à apprendre le vocabulaire avec un peu plus de rigueur que juste une forme qu'on fait parce qu'on est francophone, et en fait en tant que francophone on a envie d'apprendre une forme et c'est fini, ça suffit. Il faut vraiment... c'est-à-dire qu'il y a une méthode pour apprendre le vocabulaire, c'est pas seulement on voit un mot une fois, etc. Comme on peut le faire quand on apprend le français, en fait, notre propre langue, on doit penser en fait l'apprentissage du vocabulaire, et ce livre le permet. Donc justement, un lexique, c'est pas le premier lexique qui existe. On va peut-être parler un petit peu des autres méthodes, des autres lexiques. Donc, un lexique étant un mot grec, un lexicon, ça veut dire ce qui est dit littéralement, hein, la chose dite, hein, du verbe lego, parler. Alors, pourquoi ce lexique? Qu'est-ce qu'il a de différent avec les différents, je dis beaucoup le mot différent, lexiques qui existent déjà? Voilà. Alors, ce lexique, donc, c'est finalement la réunion du classement de l'ensemble des mots d'Hermione. Alors, ça dépend, comme tu le disais, du corpus de texte, hein, puisque, par exemple, dans Hermione, on n'a pas d'extrait d'Homère. On n'a quasiment pas d'extrait de pièces tragiques, parce que c'est des formes de texte plus complexes. Donc, je suis parti des choix qui avaient été ceux de Jean-Victor Verne. Et d'ailleurs, dès le départ, puisque je suis procuré une des premières éditions de ce qui était Hermione en 72, lorsque Offris l'a publié pour la première fois. Donc, je dirais comme souvent, les manuels sont issus de cours donnés par des professeurs, donnés oralement, notés, structurés, et puis ensuite édités. Alors, donc je suis parti de ce que Jean-Victor Verne avait considéré comme important pendant une période qu'on peut étaler sur 2-3 ans d'apprentissage, si on s'y met vraiment bien, et je les ai classés par nature grammaticale. J'aurais pu faire autrement. Alors, c'est l'occasion de vous parler un peu des autres lexiques qui existent, puisque j'avais regardé ce qui se faisait. Vous avez d'abord des lexiques qui sont à la fin de certains manuels. Par exemple, le grec en 15 leçons de Jean-Michel Fontanier contient un lexique abondant, en plus qui donne des équivalences latines. Donc, c'est intéressant pour ceux qui font les deux. On a aussi des lexiques qui sont à part de grands manuels, comme celui de Joël Bertrand, qui est le plus complet en francophone. Qui a fait une très belle grammaire grecque, hein, Joël Bertrand, et grammaire qui rentre un peu dans des considérations des fois étymologiques, un peu plus diachroniques que la plupart des grammaires, mais qui reste très, très facile d'accès, hein, que je recommande. Voilà, donc, alors, on a aussi, alors je mets à part l'appareillage des textes, c'est-à-dire quand vous avez dans un manuel un extrait d'œuvre, et puis vous avez en dessous la note de vocabulaire. Un petit vocabulaire. Ou certains manuels qui mettent à la fin de chaque chapitre les mots qui sont introduits. Je prends les lexiques généraux qui sont en fin d'ouvrage. Donc vous en avez dans, par exemple, le grec grand débutant de Daniel Joanna, le Vive le grec de Joël Bertrand en 2 tomes. Vous avez donc l'ouvrage de Jean-Michel Fontanier dont je parlais, et puis plus récemment, l'Enchiridion, la méthode de grec ancien de Renaud Viard, qui est un ouvrage considérable par sa taille et sa richesse. Alors, j'ai regardé aussi ce qui pouvait exister à côté des manuels. On a plusieurs familles de lexiques, on va dire depuis à peu près un siècle. Hein. On a des lexiques alphabétiques. Alors les lexiques alphabétiques, en fait. C'est presque un dictionnaire. On n'est pas très loin, on est bien moins complet que le petit Hatier grec-français de Charles Georgin, qui est précieux quand on apprend le grec ancien. Si on ne veut pas se plonger dans le grand bailli ou dans l'abrégé du bailli. Mais on a aussi le vocabulaire grec de Johannes Saunier, qui lui est alphabétique. Voilà, donc on a finalement cette famille qui est une sorte de mini-dictionnaire tel qu'il est conçu. On a aussi un exemple de lexique par racine étymologique. Alors, vous avez aussi des ouvrages sur les racines grecques et latines de la langue française, vous en avez plusieurs, mais celui-ci de Fernand Martin, les mots grecs, qui était chéri, on va dire, par Jean-Victor Verne en particulier, qui est le plus connu, et qui vous donne par racines grecques les différents noms, verbes, adverbes qui en dérivent en grec. Hein. Celui-là est extrêmement précieux, et évidemment, il ne s'agissait pas de le remplacer, je n'aurais pas eu les compétences d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour en dire un mot, parce que moi-même j'aime bien ce livre, j'ai beaucoup utilisé, aujourd'hui tout de même, pour la partie étymologique qui était intéressante, c'est-à-dire qu'il fait des liens avec souvent le sanskrit, l'anglais,
un peu le russe et le latin, si je me rappelle bien. Et il est quand même un peu daté, hein, donc faites attention si vous l'utilisez pour la partie étymologique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont affirmées là-dedans qui sont plus vraiment vraies. Mais le fait de regrouper donc ici par famille de mots, c'est très utile pour le grec. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais le grec est une langue qui a un vocabulaire très riche parce qu'elle dérive facilement. Un peu comme l'allemand aujourd'hui, ou même dans une certaine mesure l'anglais, mais pas le français. On va créer de nouveaux mots à partir d'un autre mot, sans aucune difficulté. On peut créer un nom à partir d'un adjectif et vice-versa. Ce qui fait que une fois qu'on connaît bien le racine grec, même quand on n'a jamais vu un autre mot, mais s'il fait partie de la même racine, dans un texte, ça sera très facile d'en inférer le sens. D'où l'importance des lexiques pour le grec. C'est que comme c'est une langue qui a un nombre, alors peut-être pas réduit, mais un nombre de racines assez réduit qui va donner beaucoup de mots, hein. Donc si on apprend une centaine déjà de racines, on connaît des milliers de mots en fait en grec. Oui, tout à fait, parce qu'on a beaucoup de préfixes. Oui, et on n'a pas parlé des préfixes aussi. Enfin, et des suffixes qui viennent s'ajouter aux racines. Les racines peuvent se combiner. Par exemple, métaphore, bon voilà, vous avez un préfixe qui est ajouté à une racine qui a donné le verbe porter, transporter, qui a donné lieu à une grande famille de noms, d'adjectifs et de verbes. Et puis vous avez la même facilité qu'en allemand, d'accoler des racines pour créer des mots composés. Après son point fort, dorifort, hein, doruporos, celui qui porte la lance. Donc on colle deux mots différents, ou alors on rajoute un préfixe et un suffixe. Il faut vraiment voir, d'ailleurs c'est souvent dit que le grec c'est un peu une grande boîte de Lego, un peu comme l'allemand. D'où encore une fois, j'insiste sur l'importance des lexiques. Alors donc ça c'est lexique par racine. Vous avez aussi donc des lexiques thématiques avec celui de Joël Bertrand, avec près de 10 000 entrées. Je l'ai analysé pour voir un peu comment il était. Donc les 10 000 entrées, il y a 7 000 termes, 1 500 doublons parce que vous avez, comme il est thématique, vous avez un même terme qui peut être utile à plusieurs champs. Et puis vous avez des locutions aussi. Voilà, vous avez les lexiques de Philippe Guizard et Christelle Lézé, dont le lexique grec pour débuter. Puis vous avez aussi un lexique plus complet qui s'appelle le lexique nouveau de la langue grecque, qui sont classés alors par thème en fait. Et puis vous avez une deuxième partie intéressante sur les mots-outils, les particules, les propositions. Qui sont très utiles en grec, puisque, voilà, un petit mot sur les particules du grec, on n'avait pas de typographie et de ponctuation comme aujourd'hui, donc ça passait beaucoup, la division des phrases, par des petits mots, si vous avez fait du grec, ça vous dira beaucoup de choses. Ce qui fait d'ailleurs que souvent quand on regarde les traductions en 19e, du grec, elles sont un peu lourdes avec beaucoup d'une part, d'autre part, il est vrai que. On ne peut pas faire de grec sans s'attarder un petit peu sur ces particules qui sont beaucoup plus riches qu'en français. En français, on utilise bien moins de mots de liaison que le grec, ça c'est une certitude. Et donc, on ne peut pas faire un lexique en faisant l'économie de ces mots qui ont la chance d'être invariables par rapport aux noms, aux adjectifs et aux verbes. Oui, tout à fait, parce que le grec, comme le latin, n'avait pas d'espacement, était écrit à l'origine en majuscules. Donc c'était finalement, comme en épigraphie, une suite continue de lettres. Et donc pour s'y repérer, il était utile d'avoir ces mots qui permettaient de rythmer la phrase en fait. La dernière famille de lexique que je voulais présenter, c'est le lexique par type de flexion. Alors là, on se rapproche plus de la grammaire déjà, avec cet ouvrage de Simon Bill, qui rassemble les mots par les noms de la première décliнаison, de la deuxième, les verbes en oméga, en alpha oméga, etc., les verbes contracts. Donc c'est une autre famille. Alors partant de là, moi j'ai eu l'intuition au départ de les grouper par nature de mots, les noms et adjectifs propres, les adjectifs, les déterminants pronoms, ensuite les adverbes, les prépositions. Donc j'ai eu l'intuition de structurer ce lexique par nature grammaticale de mots, les noms, les adjectifs, les verbes, les prépositions, les pronoms, parce que j'ai pensé que c'est ce qui serait le plus complémentaire à ce qui existait et le plus utile pour mémoriser les mots et pouvoir les comparer. Par exemple, si vous cherchez, je le fais souvent avec le lexique, je cherche un adjectif qui commence par « e ». Un adjectif qui veut dire quelque chose de positif, voilà. Et bien, en fait, j'en ai déjà dans ce lexique une bonne vingtaine, donc je peux choisir. Voilà, donc ça permet aussi de classer les verbes à part, parce que les verbes ont des spécificités qui justifient. Enfin,
peuvent justifier de les regarder indépendamment des adjectifs ou Mais ça des permet de noms. bien comprendre le sens des préfixes, de se dire Voilà. c'est bien d'apprendre que ça veut dire bien, mais voir une dizaine de verbes et d'apprendre par l'exemple. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour faire un podcast spécialement sur comment on apprend le vocabulaire avec peut-être quelqu'un qui fait un peu de neurosciences. Mais c'est vrai que baser l'apprentissage sur le lexique, ça nous pose la question, est-ce qu'on apprend un mot de manière isolée, sans relation avec d'autres mots, ou deux, sans relation avec une phrase. On a beaucoup d'études qui montrent que c'est bien d'apprendre un mot dans une phrase, qu'on le retient mieux, mais il faut quand même aussi comprendre la structure du mot, comment il est formé, la partie grammaire, au moins dans les 3 premières années de l'apprentissage du grec, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses différentes. Donc il y a toute cette question de à quel moment on utilise un lexique, à quel moment de l'apprentissage, à quel moment on y revient. Toi, tu dirais que ça se destine plutôt à des gens qui commencent le grec, je pense. Oui, déjà, je n'avais pas les compétences de faire un lexique très spécialisé. L'idée, c'est de répondre aux besoins, à peu près 90 ou 95% des besoins de compréhension des termes pour ceux qui utiliseraient soit Hermione, soit une autre méthode, sans avoir à se référer systématiquement à un dictionnaire. Alors, par exemple, pour les noms communs que j'ai groupés, j'ai introduit un code couleur pour les différencier par type de déclinaison. Et puis j'ai signalé aussi les particularités quand, par exemple, vous avez un nom de la première déclinaison, donc qui se décline comme un mot féminin, mais qui est un mot masculin. Donc par le vocabulaire, en fait, on acquiert aussi la morphologie. Grâce à un vocabulaire, on peut donner des informations en plus, comme tu l'as fait ici avec les couleurs, qui permettent de renforcer la connaissance du système vraiment morphologique de la grammaire du grec. Donc il ne faut pas voir forcément, tu le montres dans cette méthode, le lexique comme quelque chose de séparé du reste de la langue. Au contraire, c'est un tout. On peut l'étudier à part, mais il faut faire des liens. C'est ça qui permet Je pense de que maîtriser le grec. l'apprentissage, c'est de relier ce qu'on découvre à ce qu'on sait déjà. Donc il est nécessaire de faire des liens en permanence, plutôt que d'apprendre de façon purement mnémotechnique ou mécanique. Donc j'ai fait ça pour les noms, les adjectifs aussi, parce qu'ils ont des formes de déclinaison qu'on appelle des classes, mais ça revient un peu au même. Et le code couleur d'ailleurs des adjectifs est lié à celui des noms, parce que la flexion est en rapport, bon, sans trop détailler, mais donc il y a un moyen, je dirais, par les couleurs de s'y retrouver. Et puis pour les verbes, si on passe aux verbes qui constituent le plus gros chapitre du lexique, là, ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est d'introduire pour les verbes irréguliers, qui sont très nombreux en grec. C'est une des grandes difficultés. Plus nombreux qu'en latin en particulier. Et puis vous avez non seulement les verbes irréguliers racines, c'est-à-dire comme en français prendre, mais vous avez les verbes dérivés comme apprendre, comprendre, surprendre. Donc vous avez aussi ces verbes-là qui se conjuguent et alors, comme dans la plupart des langues, les verbes irréguliers ont le tort d'être les plus courants. Et oui. Donc en fait, dans un texte grec, je pense que plus de la moitié des verbes utilisés, que ce soit sous la forme de participes, d'indicatifs, de subjonctifs par exemple, sont des verbes irréguliers. C'est pour ça d'ailleurs qu'on tolère leur irrégularité, c'est que comme ils sont courants, ça peut prendre la place mentale, puisqu'ils reviennent souvent, on a le temps de les apprendre. S'ils n'étaient pas courants, en fait, ils se régulariseraient. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en grec. Les verbes qui n'étaient pas très courants sont assez réguliers, alors qu'ils n'étaient pas forcément au départ. Donc pour ces verbes irréguliers, j'ai un petit astérisque pour indiquer leur particularité, et puis un astérisque un petit peu atténué pour ceux qui sont des composés d'irréguliers, on appelle des préverbés, c'est-à-dire qu'ils ont un préfixe qui vient avant la racine du verbe. Donc finalement, ça en fait beaucoup. Et pour les verbes racines irréguliers, j'ai indiqué en fait les formes canoniques, on va dire ça comme ça, qui sont utiles à connaître. Donc à la fois pour l'actif, le moyen et le passif, les trois voix, et puis donc pour le présent, le futur, l'aoriste et le parfait. Alors ça, ce sont des temps ou aspects, on va dire, des formes verbales qui permettent de composer toutes les autres, si je résume. Oui, en fait, le lexique permet de trouver n'importe quelle forme grâce à un forme de nombre le plus restreint possible, forcément, que ça ne prenne pas trop de place, mais ce nombre restreint est quand même plus grand qu'en français, très largement. Par exemple, en latin, vous avez le présent de l'indicatif, vous indiquez ensuite le parfait, qui correspond à notre passé
notre passé simple, on va dire, ou passé composé, suivant les... Ça dépendra de la génération. Voilà. Et puis après, vous avez le supin qui permet de former le participe passé. Donc avec ces temps-là en latin, vous êtes capable de reconstituer les autres. En grec, il y en a un peu plus, il faut connaître, mais du coup, le lexique les listes, comme ça, il évite de se reporter en particulier à la grammaire grecque de Ragon, qui contient en appendice toutes ces formes verbales. Et puis, donc, il y a également toutes les locutions qui sont introduites dans Hermione. Et ce que je n'ai pas dit au début, mais je précise aussi, c'est que l'apprentissage du grec grâce à connaissance hellénique passe aussi par une autre étape qui est un peu plus syntaxique, c'est-à-dire qu'on exploite des thèmes grecs, d'ailleurs d'Euragon, qui les a composés au milieu du XXe siècle. Et donc, en fait, on fait du petit grec à partir de nombreux thèmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire petit grec pour ceux qui ne sont peut-être pas dans la confidence? Alors, le petit grec, ça consiste à comparer le texte en grec ancien et sa traduction pour se familiariser avec le passage d'une langue à l'autre. Donc, c'est en quelque sorte, le but, c'est de lire seulement en grec, mais dès qu'on a une petite difficulté, on regarde en face, parce que le texte est bilingue, la version française ou anglaise ou la langue que vous avez envie de lire. Et en fait, les éditions connues en France, principalement les éditions Budé, en fait, les éditions des Belles Lettres, permettent le petit grec puisqu'elles sont bilingues. Mais dans d'autres pays, par exemple en Allemagne avec Victor Hübner, où on a le texte seulement en grec ou en latin, c'est plus difficile d'avoir du petit grec. Donc c'est intéressant de voir aussi comment l'édition d'un texte, les traditions éditoriales influencent sur l'apprentissage, la méthode d'apprentissage des langues. Ça, c'est peut-être un jour un épisode à faire. Dernière petite chose, juste sur les verbes, quelque chose qui souvent étonne un peu les nouveaux apprenants, c'est le fait que le verbe se présente non pas à l'infinitif, il y a un infinitif et même il y a beaucoup d'infinitifs pour un seul verbe en grec, mais par la première personne du singulier. C'est juste une convention et c'est une convention qui remonte à l'Antiquité. Et en fait, notre convention, c'est là qu'on voit que la langue nous permet de reculer, de décentrer un peu le focus. En français, on a l'impression que oui, c'est l'infinitif, la forme de base d'un verbe, puisque c'est celle du dictionnaire. Et c'est pareil en anglais, alors on met tout devant éventuellement. Mais ça, c'est complètement arbitraire en français. Et donc, oui, c'est arbitraire en grec, mais aussi en français. Par exemple, en sanskrit, dans les dictionnaires sanskrit, on met plutôt la troisième personne du singulier du présent. Donc, il y a toujours un choix dans la manière de présenter des mots. Et c'est un choix qui, souvent, est tributaire de, ici, 3000 ans d'histoire, presque. J'exagère un peu, mais 2500 ans, par cette première personne. Et donc, quand on élabore un lexique, on se place un peu sur les épaules des traditions précédentes, donc je trouve aussi que c'était intéressant, et je te laisse continuer. Ouais, effectivement, c'est la tradition en grec, peut-être parce qu'avec ces trois voix, actif, moyen, passif, on a une différenciation de sens qui est plus importante qu'en français, et donc on a très fréquemment un verbe qui s'exprime à l'actif, c'est-à-dire on accomplit quelque chose, mais aussi au moyen, qui peut correspondre à un verbe pronominal. Donc, quand on donne la forme canonique qu'on appelle le lemme, c'est-à-dire la forme que prend le verbe dans les dictionnaires, on l'indique à la première personne du singulier, donc de l'indicatif présent, comme en latin d'ailleurs. Oui, comme en latin. Voilà. Alors qu'effectivement, ça n'est pas le cas dans la plupart des langues européennes qu'on parle aujourd'hui. C'est vrai que l'infinitif a gagné la bataille. Alors comme les formes verbales sont très compliquées, j'ai aussi introduit des renvois, comme c'est le cas dans les dictionnaires, de formes verbales très éloignées de la première personne du présent de l'indicatif. Par exemple, le verbe lego, veut dire je dis, à l'aoriste, j'ai dit eipon. Alors non, quand on n'est pas familier, quel est le rapport? On va le chercher dans le epsilon, dans le lexique, dans un dictionnaire, on ne va pas le trouver, et on va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc souvent les dictionnaires contiennent des renvois vers la forme parce qu'on n'a pas parlé habituelle. Du dictionnaire le plus classique pour le grec aujourd'hui, c'est le bailli. Globalement, on a le gaphio pour le latin dans le monde francophone et le bailli pour le grec. Et il y a beaucoup de renvois, puisque en grec, c'est vrai qu'on a un grand nombre de ce qu'on appelle des supplétismes. Donc, c'est-à-dire, on va utiliser une autre racine, mais c'est groupé dans le même verbe. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, mais en français, on dit je vais, il va, mais nous allons. Aucun rapport étymologique entre la racine veut et al. C'est exactement la même chose en grec, sauf que c'est plus courant, il faut reconnaître. Et en plus, dans un même verbe, on peut avoir plusieurs supplétismes
Donc il est nécessaire en fait de faire des renvois, sinon on ne peut pas comprendre les liens, surtout si on suit un ordre alphabétique. Voilà, donc c'est à l'issue de ce travail qui m'a demandé des centaines d'heures de compilation, de vérification, de classement. Ça m'a amené à faire de la grammaire d'ailleurs, pour bien différencier la nature des mots, savoir comment je structurais une entrée. Et donc, on arrive à 4200 entrées, dont un peu plus de 1300 verbes. Et donc ce lexique a été ensuite relu, alors non pas par Jean-Victor Verne, parce que c'est le moment de dire qu'il nous a quittés en avril dernier à 87 ans, après avoir échangé avec moi pendant tout l'hiver sur la finalisation du lexique, les derniers choix, les mots fréquentiels supplémentaires qui ont été introduits, c'est-à-dire les mots qui n'étaient pas dans Hermione, parce que ça dépendait finalement du corpus de texte et d'exercices que Jean-Victor Verne avait mis dans son livre. Donc on a introduit aussi d'autres mots fréquents pour qu'ils ne manquent pas. Et donc Jean-Victor a disparu en avril, et en mai, j'ai pu trouver un universitaire suisse qui a relu l'ensemble du lexique. Donc un universitaire suisse qui a plus de 50 ans de grec, je dirais, d'expérience. Voilà. Et puis la merveilleuse trouvaille, pour faire écho au mot Hermione, c'est qu'au même moment, une professeure de lettres classiques de Marseille, qui faisait partie de l'association Jean-Victor Verne, Connaissance hellénique, et qui est elle-même aussi artiste, illustratrice et auteur, m'a dit que Jean-Victor souhaitait qu'elle illustre le lexique, illustre au sens où introduire une iconographie en lien avec l'héritage grec, la culture grecque. Parce que ça, c'est une des particularités de ce lexique, c'est que c'est un lexique illustré, ce qui est assez rare d'ailleurs aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres pour l'instant pour lesquels les éditeurs ont fait le choix de la couleur, parce que ça, c'est un choix important. Et donc, toutes les marques, je dirais, typographiques pour différencier les noms, les adjectifs, les verbes, on supposait aussi de la couleur, mais la principale source de coloration du lexique, ce sont les 42 illustrations de Florence de Villepate, qu'elle a conçues spécialement pour le lexique, à partir de ses aquarelles, de ses céramiques. Et donc ça agrémente quand même la lecture, et ça donne vraiment une tonalité plus de civilisation, d'entrée dans la culture grecque. Et chaque illustration est reliée à un mot qui est une invitation à aller finalement de l'image vers le mot, vers la langue et vers la culture. D'ailleurs, ça me fait un peu penser, c'est que pour apprendre n'importe quoi, en fait, pas seulement du lexique, oui, il y a la forme du mot, mais il y a aussi tout ce qui est visuel, tout ce qui est auditif. C'est pour ça qu'on dit souvent, si vous connaissez bien la méthode Assimile, il faut répéter les choses à l'oral, mais le fait d'avoir mis des couleurs, des codes couleurs pour indiquer dans quelle déclinaison on se trouvait ou quel type de verbe, le fait d'avoir mis des illustrations, en fait, ça vous donne encore plus d'indices visuels pour que votre mémoire retienne un mot. Hein. Donc il faut saluer l'effort vraiment graphique. Et c'est vrai que quand on fait, j'ai l'impression qu'il y a une tendance du grec, du latin, on a tendance à un peu glorifier l'austérité, un petit peu de l'apprentissage, il faut quand même le dire, mais essayer d'agrandir le champ des perceptions des mots, de répéter les choses, d'essayer de placer l'accent. Vous savez que c'était probablement à l'époque de Platon, un accent de hauteur, une espèce de quinte. Donc par exemple, de dire logos au lieu de logos, eh bien ça vous forcera à vous rappeler d'où est l'accent, ça aide beaucoup. Hein. Et pareil pour la couleur. Donc effectivement, on a un lexique complètement illustré, avec des couleurs. Maintenant, pour entrer dans la fabrication, on n'aura pas souvent l'occasion sur Queen Neuf de parler vraiment d'édition. Comment est-ce qu'elle a été construite avec la maison d'édition Offris, ce livre? Quelles ont été les différentes étapes? Donc, la première étape, ça a été la réception extrêmement enthousiaste par l'éditrice du projet de lexique, puisque je suis venu en fait lui proposer le livre alors qu'il était pratiquement terminé, comme un complément à Hermione, mais aussi comme un lexique autonome qui puisse être utilisé par des élèves et éventuellement par des professeurs pour conseiller leurs élèves qui utiliseraient d'autres manuels. Donc déjà, sur le principe, ça fait
toujours plaisir quand on est auteur d'être accueilli comme ça. Jean-Victor Verne ayant donné son avis très favorable, hein, ça s'est fait vraiment en coordination avec lui, comme c'est indiqué sur la première de couverture. Ensuite, c'est à l'auteur de fournir le texte, et puis l'éditeur va le maqueter, c'est-à-dire le rentrer dans un logiciel de conception assistée par ordinateur, et puis on fournit également les illustrations à part, et c'est finalement l'éditeur qui va assembler le livre, et après faire relire à l'auteur des épreuves, c'est-à-dire des projets de publication, et puis on corrige éventuellement quelques coquilles, et puis à la fin, c'est imprimé et diffusé en librairie. Et donc on a travaillé à toute vitesse, je dirais, au bon sens du terme, hein, entre mai et juillet, pour que le livre puisse être imprimé en août et sortir début septembre pour accompagner la rentrée scolaire. Voilà. Donc c'est finalement un circuit assez classique dans l'édition. Dont la qualité du livre, il repose sur la structuration et sur l'exactitude, je dirais, des entrées, hein, et puis sur la qualité des illustrations. Donc là, il faut avoir des images en bonne définition. Et puis après, ça a été assez amusant d'ailleurs de composer le lexique, parce que là, c'est un peu moi qui l'ai fait avec Florence, c'est-à-dire qu'on a réparti les illustrations de façon assez harmonieuse pour qu'il y ait un plaisir à consulter le lexique. Et qu'on puisse feuilleter à chaque fois, tomber sur une nouvelle image. On a pratiquement une image par double page. Bon, c'est un peu l'objectif, on n'en est pas loin. Et puis on a aussi des légendes des illustrations qui expliquent la source d'inspiration, par exemple, de telle céramique ou de telle aquarelle. Ça peut être une céramique. Voilà, oui, à la fin, on a une espèce de dans un musée. lexique des illustrations. En fait, c'est un peu comme une galerie d'art, ce qui serait intégré au lexique et qui met à l'honneur Florence de Villepinte par ses différentes sources d'inspiration. Elle est professeure de lettres classiques et son grand amour, c'est le grec ancien, quand même. Je pense qu'elle va l'expliquer dans quelques instants. Voilà, je me présente, je m'appelle Florence de Villepinte, je suis autrice-illustratrice, professeure de lettres, céramiste et artiste plasticienne. Je vais vous présenter aujourd'hui le lexique Hermaion, Initiation au grec ancien, écrit par Laurent Caillot en coordination avec Jean-Victor Vergne, célèbre et immense helléniste que j'ai eu la joie de rencontrer et qui a été mon ami pendant 9 ans. Alors comment ai-je réalisé les illustrations de ce lexique? On me demande souvent quelles ont été mes sources d'inspiration. Je pourrais commencer par vous expliquer que pour moi, il n'y a pas les mots d'un côté, les lettres d'un côté, les couleurs de l'autre. On pourrait imaginer un piano avec 78 touches, noires et blanches, auxquelles on pourrait ajouter tout le panel des couleurs. Et à ce panel des couleurs, ces touches correspondant à une note, on pourrait également ajouter des syllabes des mots. Et donc je procède un petit peu par synesthésie, pour reprendre l'expression chère à Arthur Rimbaud et à Baudelaire. Et j'associe, si vous voulez, les sons et les couleurs comme s'il s'agissait d'un seul et même langage. Voilà, il n'y a pas de séparation en fait. Alors voici par exemple un livre que j'ai écrit illustré il y a quelques années. Par rapport à l'inspiration, c'est un thème qui m'a beaucoup préoccupé parce qu'on parle souvent des muses et on ne sait pas trop comment procède l'inspiration, comment les idées nous viennent. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Alors, je m'en explique dans ce livre de Mémoires d'Atlante, publié chez Un autre regard il y a quelques années, où j'interroge justement ce processus que constitue l'inspiration. Alors, par exemple, je peux très bien, quand j'ai réalisé ces céramiques, j'ai pensé à des œuvres que j'ai vues dans des musées dans toute l'Europe, dans le monde entier. Derrière moi, vous avez par exemple une pyxide qui est absolument magnifique, un pyxis représentant des 4 chevaux sur un couvercle. Et là, la référence, elle est immédiatement identifiable. C'est vraiment un clin d'œil adressé à une céramique qui a été réalisée il y a 2600 ans. Par contre, je peux très bien aussi laisser aller mon imagination, fermer les yeux, et à ce moment-là, on a l'impression que le dessin vient tout seul. Et c'est ainsi que j'ai réalisé
le portrait du dieu Hermès, en laissant aller mon intuition. Par ailleurs, je n'ai pas encore précisé que j'étais à mes heures perdues sculptrice, et il va sans dire que je n'ai pas laissé passer l'occasion quand il s'agissait de représenter un forgeron de l'Antiquité devant ses fourneaux. Alors là aussi, c'est la reprise d'un motif présent sur une céramique, mais là j'ai varié les couleurs. Alors, justement, par rapport aux couleurs, on me demande souvent pourquoi j'ai privilégié les couleurs, le terracotta, la plupart du temps dans le lexique. C'est tout simplement, je pense, une réminiscence liée aux céramiques noires à figure rouge que j'ai vraiment découvertes dès l'enfance et qui m'ont tout de suite énormément plu. Pour moi, je voyais dans ces céramiques l'ancêtre des bandes dessinées. Et c'est cette fascination que l'on retrouve dans le choix de ces coloris entre le rouge, l'ocre jaune, le terracotta. Voilà, alors une place aussi est accordée dans le lexique à la céramique. On a choisi de présenter quelques céramiques. Voici cette céramique qu'affectionnait d'ailleurs beaucoup Jean-Victor Verne, que j'ai consacrée à Sappho. Donc elle date de 2024, elle est présente dans le lexique, et là j'ai souhaité en fait travailler sur une citation assez célèbre de Sappho, Nasestai tina phénic austeron ameon, lorsqu'elle écrit donc, et je dis que quelqu'un un jour plus tard dans l'avenir se souviendra de moi. Voilà, alors voici un exemple de travail céramique. Par ailleurs, pour aussi présenter encore mon travail sous un autre angle, j'ai été plusieurs fois exposée dans différents musées en France et à l'étranger. Qu'est-ce que je pourrais encore vous préciser? Donc il y a quelques années, j'ai écrit La femme qui replantait des mots, qui est un livre d'étymologie avec aussi une part assez autobiographique. Et ce livre avait été relu d'ailleurs par Jean-Victor Verne et postfacé par ses bons soins. Harris m'a posé une question lors de notre entretien téléphonique. Il m'a demandé si finalement ce lexique ne ressemblait pas à un petit musée portatif. Donc on a le musée de mots, avec tous ces mots grecs qui sont, disons, consignés. Et finalement, il a absolument raison. Après réflexion, je me suis dit que le musée portatif, c'était quelque part dans mon esprit, dans mon imagination. Et parallèlement, j'ai travaillé avec les élèves sur un projet, alors lié bien sûr à des textes antiques, et ce petit projet donc prétendait être aussi une préparation, une initiation à l'archéologie. Donc on a travaillé sur le thème du petit musée, et dans mon petit musée, les élèves ont été invités à créer des objets à partir toujours de la lecture de textes anciens. Ils ont travaillé par exemple sur le dieu Lacidon, qui était le dieu fleuve, un dieu de Marseille, Massaliote, que l'on trouve sur des pièces de monnaie antiques. Et une fois réalisé, en terre non cuite, en argile crue, et puis un petit peu peinte en doré, les élèves plaçaient la pièce, leur artefact, dans la vitrine. Ensuite, ils ont travaillé par exemple sur des tessons. Alors le motif du tesson, qui était très important dans l'Antiquité, hein. Les ostracas étaient les ancêtres des post-it. Et ici, donc, ils ont écrit quelques mots extraits d'une fable d'Ésope. Et ils plaçaient ensuite dans la vitrine. Autre chose aussi, voici par exemple une tablette d'argile avec des inscriptions mésopotamiennes. C'était au tout début de l'année scolaire, lorsqu'on a commencé à travailler sur la naissance de l'écriture. Et là, ils ont écrit quelques signes qui étaient utilisés par les Mésopotamiens. Ensuite, ici, c'était un travail sur des citations, à partir d'un texte qui parlait de Zeus, du Zeus de Dodone, qui était honoré. Et le texte parlait également de son chêne sacré, sur lequel les fidèles attachaient des petites lamelles de métal, où étaient inscrites leurs demandes, leurs questions qu'ils adressaient aux dieux.
Et les textes racontent que lorsque le vent soufflait dans les feuilles du chêne sacré, une petite musique parvenait aux oreilles des fidèles et les prêtres interprétaient ces musiques comme étant la parole, l'oracle de Zeus. Alors là aussi, inscription, non pas sur une page de cahier, mais sur une lamelle de métal, et la lamelle a été ajoutée au musée portatif. Alors vous voyez, il n'y a pas du tout de séparation entre ma vie de professeur, ma vie d'artiste et ma vie d'écrivaine et d'illustratrice. Tout est absolument intimement lié, et c'est ce que je souhaitais vous faire comprendre aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain podcast. Donc nous sommes retournés à la source de ces inspirations en trouvant par exemple tel œuvre qui est exposée au British Museum, au musée d'archéologie méditerranéenne de Marseille. Souvent des vases grecs. Alors, la céramique étant une source inépuisable d'inspiration, mais il y a également d'autres, ça peut être des monuments. Notamment le temple de Poséidon qui est représenté en 4e de couverture. Du Cap Sounion. Celui du Cap Sounion, donc un petit peu au sud-est d'Athènes, celui qui fait vraiment qui est au bout de la péninsule attique. Et donc ça, c'est aussi l'originalité, moi j'en suis très heureux de ce lexique, c'est qu'il donne envie de le parcourir. Ce n'est pas simplement une liste de mots ordonnés. Oui, c'est vraiment un bel ouvrage et on peut y apprendre des mots avec plaisir et en même temps de manière assez efficace puisqu'il est quand même ordonné de manière assez stricte avec des codes couleurs comme on l'a vu et avec toutes les informations qu'on doit retenir pour progresser dans l'apprentissage de la langue. Donc, pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu, c'est que pour élaborer un lexique, en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire l'abstraction des spécificités de la langue. On doit d'abord penser la langue, penser son apprentissage aussi, peut-être d'ailleurs penser la langue française, puisque ça se destine principalement à des gens qui parlent le français. J'imagine que si c'était pour des germanophones ou des sinophones, on aurait eu un autre système. Donc l'interaction entre les deux langues, la langue d'apprentissage et la langue des apprenants. En même temps, il y a toute une partie technique pour ce qui est l'illustration, etc. Mais je trouvais intéressant de parler vraiment de ce lien entre le lexique, l'apprentissage et quelle information choisir, en fait, de prendre l'information la plus nécessaire, se débarrasser du superflu. C'est un peu l'idée de ce livre, c'est qu'on ne va pas mettre tous les mots, on va devoir faire un choix, forcément, apprendre, c'est choisir finalement. Et donc pour le grec, qui est une langue très riche, il faut que ce soit forcément des choix assez judicieux qui nous permettent d'avancer. Est-ce que tu aurais une dernière remarque Effectivement, pourquoi on s'est arrêté à 4200 ? Parce qu'on est parti d'Hermione, on est parti après de l'étape suivante qui était organisée par Jean-Victor Verne. On a rajouté des mots fréquemment utilisés. On aurait pu aller à 5000 ou 6000, mais à un moment donné, il faut s'arrêter déjà, dans une langue européenne, enfin, dans une langue en général, quand vous avez entre 2, 3, 4000 mots, déjà, pour exprimer la plupart des idées, dans la plupart des situations, c'est déjà une bonne base. Après, ce lexique n'avait aucune prétention d'être un mini-dictionnaire et de remplacer les dictionnaires de poche ou les dictionnaires plus complets. Je crois que dans le Grand Bailly, il y a 90 000 entrées. Oui, là, c'est autre chose. Dans le principal dictionnaire anglo-saxon. Le Liddell Scott. Le Liddell Scott, on a 130 000, je crois. Bon, donc il était hors de question que ce soit inflationniste. Ça restait quand même lié à la méthode d'apprentissage au départ. Mais j'irais au bout des 35 leçons d'Hermione et puis des explorations de syntaxe qui suivent, si un mot n'a pas été introduit, c'est que voilà, je suis parti de l'idée qu'on couvrait la plupart des besoins en mots courants. Et encore une fois, voilà, sans prétention à l'exhaustivité par rapport à un dictionnaire, mais plutôt comme un outil de mémorisation, de consultation pour des apprenants. Donc je te laisse le mot de la fin pour finir cet épisode sur le lexique grec et principalement sur ici le livre qui vient de sortir chez Ophrys d'initiation au grec ancien, lexique du parcours d'apprentissage, et donc il y a le lexique lié à la méthode Hermione de Jean-Victor Verne. Alors, le mot de la fin, ce serait pour remercier
toutes celles et tous ceux qui, depuis septembre, en fait, ont fait écho à cette publication et ont permis de la faire connaître dans les cercles des études de lettres classiques. Alors, en commençant par Arista, qui est un des principaux voyagistes scolaires sur la Méditerranée, donc qui a consacré une page, un article complet au lexique Hermione. Le concours Cicéro international qui prime des élèves de lycée et aussi de classes préparatoires et de licence et qui compose en grec et en latin, donc qui m'a permis justement de présenter ce lexique qui a été remis aux 2 lauréates de version grecque. Et puis le troisième remerciement, c'est pour un libraire spécialisé sur l'Antiquité. Il n'y en a pas beaucoup en France. Vous avez la librairie Budé, boulevard Raspail à Paris, bon, qui est le Temple, la plus grande librairie dédiée à l'Antiquité en Europe. Mais vous avez aussi à Arles, qui est une ville de culture, Denatura Rerum, qui est une librairie qui a ouvert il y a maintenant 8 ans à 2 pas des arènes et qui comporte un fonds impressionnant avec près de 5000 titres sur l'Antiquité, mais aussi ça va aussi sur le Moyen-Orient, les études bibliques, pas uniquement l'héritage gréco-romain, et qui m'a invité pour une soirée dédicace à Arles. Voilà, donc merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont encouragé, en fait. Merci à Jean-Victor Verne et à ses collègues de connaissances helléniques qui eux, continuent toujours d'œuvrer à la promotion du grec depuis le bassin d'Aix-Marseille, en fait. Et puis merci aux différents professeurs et aux élèves que je connais et qui m'ont incité à aller jusqu'au bout en disant oui, c'est une bonne intuition de le faire par catégorie de mots, ça va être un peu complémentaire avec ce qui existe. Et voilà, donc j'espère que cet outil sera précieux pour donner envie et puis faciliter l'apprentissage du grec. Et je suis très reconnaissant à Harris, qui est un linguiste chevronné, de s'être intéressé à cette publication. Et puis merci aux éditions Ofris et à Julie Gris de nous accueillir ici dans ce jour un peu pluvieux. Et je vous dis à une prochaine sur Quid 9. Ciao ou Kairete.